Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les recettes ludiques. Aujourd'hui on va vous présenter un jeu qu'on a vraiment adoré, notamment par l'originalité de ses mécaniques. Il s'agit de Brian Boru. Dans cette vidéo, vous trouverez les règles complètes ainsi que nos avis sur le jeu. On remercie Origames de nous avoir fourni la boîte, merci notamment à Simon, Alice et Tiff d'avoir cédé à ma requête un petit peu insistante. Brian Boru est un jeu de Peer Sylvester, illustré par Deirdre Debarra et édité par Osprey Games. La version française est signée Origames. Vous pourrez jouer entre 3 et 5 joueurs pour des parties qui vont varier entre 60 et 90 minutes. Sa difficulté est estimée à 2,8 sur 5 sur l'échelle BGG. Dans Brian Boru, vous allez tenter d'unifier l'Irlande sous votre domaine. Pour cela, vous devrez prendre le contrôle des différentes régions, les protéger contre les invasions vikings, construire des monastères, mais également trouver des alliés par le mariage. Brian Boru est un jeu qui mêle habilement plusieurs mécaniques de majorité avec un système de jeu de pli. Les joueurs accumuleront des points de victoire tout au long de la partie et un décompte final désignera le vainqueur. Une partie se joue en 3 manches à 3 joueurs ou 4 manches à 4 et 5 joueurs. La première phase, c'est la phase de préparation, vous allez préparer la manche qui arrive. Vous allez commencer par retourner une nouvelle carte mariage, ainsi qu'une nouvelle carte viking, sur laquelle se trouve un nombre de jetons pillards vikings que vous allez placer dans la zone appropriée. Jusque-là, facile. Phase numéro 2, le draft. Chaque joueur va recevoir un nombre de cartes variables en main qui dépend du nombre de joueurs. 8 cartes pour 3 joueurs, 6 cartes pour 4 joueurs et 5 cartes pour 5 joueurs. Les joueurs vont ensuite les drafter 2 par 2 jusqu'à obtenir le nombre de cartes initiales en main. Phase numéro 3, c'est la phase d'action. Avant de passer à la résolution, on va d'abord s'intéresser aux cartes du jeu. On trouve 25 cartes au total. Ces cartes sont numérotées donc de 1 jusqu'à 25, chaque carte étant unique. Elles sont réparties en 3 couleurs, jaune, rouge et bleu, et une couleur joker qui sont les cartes blanches. Sur chacune des cartes, on trouve une partie haute qui correspond à l'action primaire et une partie basse composée de 1 ou 2 actions secondaires. On va regarder toutes ces actions dans un deuxième temps, on va d'abord revenir au tour de jeu. Le joueur qui possède le marqueur ville active commence le tour. Au tout début de la partie, c'est le joueur que vous avez désigné comme premier joueur, puis par la suite, il faudra obtenir ce marqueur pour pouvoir être premier joueur. Le joueur va ensuite la placer sur une ville non occupée sur la carte, par exemple ici, mais pour précision, au tout début de la partie, les joueurs vont occuper une ville avec un jeton de leur couleur. La ville sur laquelle est placé le marqueur ville active est la ville qui sera disputée lors de ce tour. Le joueur qui a déterminé la ville active pour ce tour va commencer le pli. Il va jouer une carte de sa main qui est forcément de la couleur de la ville active ou alors de la couleur de l'atout, c'est-à-dire une carte blanche. Il la place face visible et ensuite, le reste de la table, dans l'ordre des aiguilles d'une montre, va faire de même, c'est-à-dire qu'ils vont également poser une carte de leur main face visible. Alors cette fois-ci, la carte n'a pas forcément à être de la couleur de la ville active et on continue comme ça jusqu'à ce que tous les joueurs aient placé une carte de leur main. Une fois que l'ensemble des joueurs ont joué une carte, on ordonne ces cartes dans l'ordre croissant. La carte la plus forte de la plus forte valeur de la couleur de la ville active ou l'atout est mise en valeur. C'est celle-ci qui va remporter le pli. Ensuite, on résout les cartes une par une en commençant par celle de plus faible valeur. Lorsqu'on résout une des cartes qui a été jouée, le joueur qui a joué cette carte lors de ce tour va soit résoudre l'action primaire, si c'est lui qui a remporté ce pli, en l'occurrence ici, c'est la carte numéro 20 atout qui remporte le pli, soit une des 2 actions secondaires en bas, si la carte n'a pas remporté le pli lors de ce tour. Lorsqu'un joueur résout une action, il doit en résoudre l'ensemble des effets. Alors, il y a une petite exception qu'on va voir tout de suite. Une fois qu'une carte a été résolue, elle est défaussée, vous pouvez la retourner tout simplement. On résout ensuite la carte suivante, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait résolu toutes les cartes du tour en cours. On va maintenant regarder les actions. Les actions primaires possèdent ce symbole. Cela signifie que vous allez prendre le contrôle de la ville et récupérer le marqueur ville active. Il est parfois associé à d'autres symboles, notamment celui des petites pièces qui va soit vous rapporter des pièces, soit vous en faire perdre. Attention, lorsque vous devez perdre des pièces si vous n'en possédez pas, vous allez perdre 2 points de victoire par pièce manquante. On regarde maintenant les symboles sur les actions secondaires. On trouve tout d'abord le gain ou la perte de pièces qu'on a déjà vu avec les actions primaires.
On trouve ensuite ce symbole avec une petite croix qui va nous permettre de placer nos jetons de contrôle, donc nos jetons qui servent à tout, et en l'occurrence on va les placer dans la zone église. Ici, si je joue cette carte avec cette action secondaire, je place 3 jetons dans la zone église. J'ai ensuite la possibilité, en payant 2 pièces, de placer un jeton supplémentaire dans la zone église, et je peux le répéter autant de fois que je veux, à condition que je paye les pièces correspondantes. Ce symbole vous permet d'obtenir un jeton pillard viking, et à nouveau vous pouvez payer 2 pièces supplémentaires par jeton pillard que vous voulez récupérer en plus. Si lorsque vous résolvez ce symbole, il n'y a plus de jeton pillard viking dans la réserve, ce symbole ne sert à rien. Ce symbole vous permet ensuite d'avancer d'une case sur la piste de mariage. Comme sur les 2 autres emplacements, vous avez la possibilité de payer 2 pièces pour avancer d'une case supplémentaire, et ce, autant de fois que vous souhaitez. Attention cependant, la piste de mariage fonctionne comme suit. Vous n'avez pas la possibilité de terminer votre course sur une case qui est déjà occupée par un joueur. Chaque case est vraiment unique, un seul joueur peut s'y placer. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas passer par-dessus un joueur. Ici, le joueur vert obtient 3 montées sur la piste de mariage, 1, 2, 3, ça pose pas de problème. En revanche, le joueur vert obtient 3 montées sur la piste de mariage, 1, 2, 3. Dans ce cas, 2 possibilités. Soit il ne fait rien, et dans ce cas-là, il redescend à l'emplacement en dessous, libre le plus proche, parce qu'il peut y avoir aussi d'autres joueurs, ou alors il décide de payer 2 pièces ou plus pour pouvoir monter d'un étage ou plusieurs supplémentaires. Ce symbole vous permet de dépenser 5 pièces pour pouvoir placer un jeton de contrôle sur une ville adjacente par une route à une ville que vous contrôlez déjà. C'est le seul symbole facultatif du jeu, vous n'êtes jamais obligé de le faire. Enfin, ce dernier symbole vous permet de retirer un jeton viking d'une ville du plateau. La ville ainsi libérée revient sous le contrôle du joueur propriétaire. Alors il peut s'agir de vous, mais vous pouvez aussi retirer un jeton viking d'une ville adverse. Ce tour de jeu est répété jusqu'à ce que les joueurs ne possèdent plus qu'une seule carte en main. Cette carte est alors défaussée. Cette phase d'action prend fin et on passe à la phase d'entretien. 4e et dernière phase d'une manche, c'est la phase d'entretien. Elle va permettre de résoudre les différentes situations dans les différentes zones du plateau. On va commencer par la piste de mariage. Le joueur qui se trouve le plus haut sur cette piste, il peut y en avoir qu'un seul, puisque rappelez-vous, il n'y a qu'un seul joueur par emplacement. Ce joueur remporte donc la carte mariage et se marie avec Connol. Il va récupérer plusieurs bonus parmi des points de victoire, une ville à placer dans une certaine région du plateau, ici dans cette zone-là, et éventuellement des jetons renommés, d'autres bonus, voilà, en fonction de la carte. Il la récupère devant lui et il applique immédiatement les bonus obtenus. Ensuite, ce joueur va redescendre son jeton tout en bas sur la piste de mariage. Les autres joueurs qui étaient positionnés plus bas que lui sur la piste de mariage restent en place et en plus vont récupérer le bonus associé à la case sur laquelle il se trouve. Ici, une pièce pour le joueur jaune. Ensuite, on résout la zone de combat. Si l'ensemble des jetons pillard viking ont été récupérés par les joueurs, il n'y a pas d'invasion. En revanche, s'il reste au moins un jeton pillard viking dans cette zone, l'invasion a lieu, le ou les joueurs qui possèdent le moins de jetons pillard viking perdent une ville au profit des vikings. 2 situations se présentent à partir de là. Première situation, il y a un joueur qui est strictement majoritaire dans le nombre de jetons pillard viking possédés devant lui. Dans ce cas-là, c'est ce joueur qui va choisir pour le ou les joueurs minoritaires quelle ville va être perdue au profit des vikings. En revanche, deuxième situation, s'il y a une égalité parmi les joueurs qui possèdent le plus de jetons pillard viking, dans ce cas-là, ce sont les joueurs minoritaires eux-mêmes qui vont déterminer laquelle de leur ville va être perdue au profit des vikings. Une ville envahie par les vikings reçoit un petit jeton avec un bouclier ou une bouée, c'est selon, dessus qu'on place sur la ville du joueur envahi. Les jetons pillard vikings restant dans cette zone, éventuellement, sont défaussés. On passe ensuite au butin de bataille. Si un seul joueur possède le plus de jetons pillard viking devant lui, alors il obtient immédiatement un jeton renommé, puis il gagne 1 point par jeton renommé en sa possession. Il défausse ensuite tous les jetons pillard viking qu'il possédait jusque-là. Le ou les joueurs en deuxième place pour la majorité des jetons pillard viking gagnent ensuite 1 point de victoire et se défaussent d'un jeton pillard viking. On résout ensuite la zone église.
Même principe, si un joueur est strictement majoritaire dans cette zone, il obtient la première récompense. Il obtient un jeton monastère qu'il possède sur l'une des villes qu'il contrôle. Cette ville comptera alors pour 2 villes lors de la revendication des régions qu'on expliquera un petit peu plus tard. Il obtient ensuite le marqueur ville active, il sera donc le premier joueur pour la manche suivante. Et enfin, il doit retirer l'ensemble des jetons posés dans la zone église. Ensuite, les joueurs à la deuxième place récupèrent un point de victoire et défaussent un jeton depuis la zone église. Si jamais il y a plusieurs joueurs à égalité pour la première place, dans ce cas-là, il n'y a pas de première récompense et les joueurs à la première place récupèrent la deuxième récompense, il n'y a pas de deuxième place payée. Même principe que pour les jetons pillards vikings. Enfin, après avoir effectué toutes ces opérations, si un ou plusieurs joueurs possèdent encore au moins 4 jetons dans cette zone église, ils suppriment la totalité de leurs jetons et récupèrent en contrepartie un jeton monastère. Dernière étape de cette phase, revendiquer les régions. Pour chaque tuile région encore sur sa face grise, c'est-à-dire dont le seuil n'avait pas été atteint jusque-là, on vérifie si le seuil est bien atteint, c'est le cas pour ces 2 régions. On retourne alors les tuiles sur leur face dorée. Pour chaque tuile sur sa face dorée, que ce soit sur le plateau principal ou chez un joueur, on va réaliser un calcul de majorité dans la région correspondante et la tuile va revenir au joueur qui possède une majorité stricte. C'est-à-dire que si on a une majorité partagée par 2 joueurs, c'est le cas ici par exemple à Dublin, le joueur violet et le joueur vert possèdent chacun une ville. Dans ce cas-là, la tuile région reste là où elle est. Ça peut être sur le plateau principal, mais ça peut aussi être chez un joueur. Par exemple, un joueur possédait une majorité lors de la manche précédente, un autre joueur lors de cette manche a égalisé sa majorité mais n'est pas devenu majoritaire strict. Dans ce cas-là, la tuile reste chez le joueur qui l'avait acquis précédemment. Attention cependant, les points de victoire qui sont inscrits sur les différentes tuiles ne sont marqués qu'à la fin de la partie, pas à la fin de chaque manche. Dans le cas où les Vikings seraient strictement majoritaires dans une région, la tuile revient sur le plateau principal ou reste sur le plateau si elle était déjà sur le plateau. À la fin de la 3e manche pour une partie à 3 joueurs, ou alors de la 4e manche pour une partie à 4 et 5 joueurs, la partie s'achève. On résout la dernière phase d'entretien et on commence par la piste de mariage. La dernière carte mariage résolue, c'est toujours la princesse du Danemark, Estrid, qui possède 3 effets différents. Le joueur qui la remporte va devoir choisir immédiatement entre l'un de ces 3 effets. L'un des effets est le soutien militaire qui vous permet de prendre possession de l'ensemble des jetons vikings du plateau pour la majorité dans chacune des régions. Ces majorités seront comptabilisées lors de la dernière revendication des régions. Deuxième effet possible, établir des échanges. Si vous choisissez cet effet, vous allez prendre le contrôle de l'ensemble des jetons vikings du plateau, mais uniquement pour la diversité de présence dans les régions. On va en parler au moment du décompte final. Dernier effet possible, le joueur peut défausser la carte pour gagner 4 points de victoire. Après la fin de la dernière phase d'entretien, on passe au décompte final. Le joueur qui possède le plus de pièces gagne 1 point, mais s'il y a égalité, personne ne gagne de points. Le joueur qui possède le marqueur ville active marque également 1 point. Chaque joueur marque ensuite 1 point par jeton renommé en sa possession. Puis les joueurs reçoivent le nombre de points indiqués sur les tuiles régions qu'ils possèdent. Enfin, les joueurs vont marquer des points selon les modalités inscrites dans ce tableau qui correspondent en fait à une présence dans différentes régions. Plus vous êtes présent dans un grand nombre de régions, plus vous allez marquer de points de victoire. Si le joueur qui a remporté la dernière carte mariage a choisi l'effet établir des échanges, dans ce cas-là, il va compter chaque jeton viking comme ses propres jetons pour la diversité de présence dans les différentes régions. La joueuse ou le joueur qui l'emporte devient grande reine ou grand roi d'Irlande. Les égalités sont tranchées par le nombre de tuiles régions remportées par les joueurs, puis par le nombre de cartes mariage remportées. On en a terminé pour les règles de Brian Boru. Comme d'habitude, on espère avoir été le plus clair possible. On va maintenant passer à ce qu'on en a pensé, bien sûr. Et on va commencer par le gameplay. Effectivement, et la première chose que je peux dire dessus, et que j'apprécie beaucoup, c'est son accessibilité. Il est en dessous de 3 sur 5 sur l'échelle BGG, donc on a un jeu qui s'explique facilement. Vous l'avez vu, je pense que la vidéo règle va pas durer très longtemps. On le comprend vite, et on le joue vite.
On va pas passer 3 manches à dire « Ah, mais c'est ça le jeu, mais c'est comme ça qu'il fallait jouer ». C'est facile d'accès, et en plus de ça, on a une vraie profondeur avec des choix stratégiques. Oui, c'est à la fois profond et à la fois court. En fait, ça dure pas très longtemps au final. Une partie, c'est quoi? C'est entre 1 heure et 1h30. Ça va dépendre du nombre de joueurs et aussi des joueurs autour de la table, comme d'habitude. Mais c'est un très bon format. Moi, c'est ce que je préfère. En soirée, en semaine, on peut jouer et c'est vraiment très cool. Ça va vite, effectivement. Ça, c'est intéressant. Moi, j'apprécie particulièrement, je pense que c'est vraiment à souligner, c'est l'imbrication des mécaniques jeu de majorité pur, parce que à la base c'est quand même ça, avec une mécanique de jeu de pli. C'est ultra original. Il y a ça dans très peu de jeux, en tout cas je trouve. et en fait, cette mécanique de jeu de pli, elle apporte une fraîcheur incroyable. Alors moi j'ai jamais vu ça, cette imbrication entre les deux mécas. On n'a pas une culture ludique non plus hyper étendue, surtout sur les anciens jeux. Mais pareil pour moi, c'est frais, c'est neuf. C'est original. Et c'est très agréable de jouer avec. Voilà. Et alors attention. Ce n'est pas un jeu de pli. Attention, vous dites pas, je vais acheter Brian Boru, un jeu. Non, ça n'a rien à voir. Le tour de jeu est organisé en pli, mais le fond du jeu, c'est purement de la majorité. Et d'ailleurs, c'est de la majorité partout. C'est-à-dire que c'est de la majorité dans toutes les zones. Ça, c'est vraiment un truc intéressant, c'est que c'est de la majorité à la fois sur les régions, mais aussi dans les 3 zones, mariage, viking et l'église. C'est purement de la majorité. On résout toutes les zones de la même façon. Le joueur qui a le plus de trucs à l'intérieur, il l'emporte. Ça, c'est hyper intéressant. Moi, j'aime bien ce système-là. On pourrait presque penser qu'il y a du contrôle de territoire quand on a une carte comme ça avec des zones où il faut être la personne la plus... avoir le plus de villes dans cette zone-là. Et du coup, moi, c'est ce genre de choses qui a tendance à me rebuter parce qu'en général, pour moi, veut dire combat. En gros, moi, pour moi, il va y avoir de l'interaction directe, on va m'embêter et je vais pas pouvoir contrôler un peu ce qui se passe, alors que là, tout est presque visible tout le temps. On sait qu'on va avoir des choix si on veut être majoritaire dans un endroit, dans une zone de combat, ou dans l'église, ou sur un territoire. C'est à nous d'agir en fonction. Et ça me plaît. Et on va pas m'enlever, potentiellement. On retire pas de ville, ça c'est point positif. On peut ajouter des vikings, mais c'est de manière très fine. Je trouve ça amené de manière très fine. Si tu as la majorité sur un joueur qui a le moins, tu vas pouvoir choisir quelle ville tu vas lui prendre avec un jeton viking. Mais l'autre a aussi la possibilité de se dire, non, je vais en acheter... de réagir clairement. Non mais c'est vraiment, ça tourne bien. Plutôt du contrôle quoi. Oui, on a du contrôle à fond, ça c'est clair, et on a ce système un petit peu avec les Vikings qui est alors un peu chiant à comprendre. J'espère que vous aurez bien compris la façon dont ça fonctionne. S'il y a un majoritaire, c'est lui qui choisit, s'il y en a pas, c'est pas lui, et ainsi de suite. Mais sinon, voilà, c'est bien pensé. Je trouve que c'est bien fait et c'est épuré. Ah oui, alors on a plusieurs zones de majorité sur lesquelles on va agir en fin de manche. On va commencer par le mariage, on va aller sur les vikings, l'église, les régions. Et avant ça, il y a eu la prise de contrôle d'une ville. C'est clair. Oui, en plus, c'est logique. Même sur le plateau, c'est le sens des aiguilles d'une montre et on finit au centre avec la revendication des régions. C'est logique. Moi, je trouve que voilà, ça marche ultra bien. Il y a une petite tension sur les sous, légère tension sur l'argent, et je pense qu'il y a des tours qui sont un petit peu insatisfaisants parce que on pose une carte et en fait on va chercher 2 ou 3 pièces et on fait rien. Ça génère un tout petit peu d'insatisfaction. C'est une question de choix. Ces pièces, ça se trouve, elles vont te servir à créer une ville. Tu vas dépenser 5 pièces pour mettre une ville adjacente à une ville que tu contrôles déjà, ou alors tu vas acheter soit plus de jetons, soit une avancée sur le mariage, soit un jeton sur l'église. Ça va te servir, vraiment. Donc c'est dur d'avoir des pièces. Tu fais un petit tour en même temps, si t'en avais trop, tu pourrais tout faire. Non, mais bien sûr. Et là, ça t'oblige à faire des choix. Voilà. Et t'as des tours vraiment où tu peux pas passer que à faire ça parce que t'en as besoin. Comme tu dis, voilà, tu t'en sers tout le temps. T'en as forcément besoin. Donc il y a un moment donné où tant pis, il va falloir backup et récupérer de la pièce. Et tant pis, c'est comme ça quoi. Mais voilà, ces tours-là sont un petit peu moins satisfaisants, je trouve, à titre personnel. On va maintenant parler du matériel. Le matériel est relativement standard dans le jeu. On a du jeton en bois. Voilà, non mais concrètement, on a un plateau, du jeton en bois, quelques petits jetons en punch, des cartes format tarot. Alors ça, pour moi, c'est le gros point positif. Les méga cartes format tarot illustrées et tout. Elles sont superbes, elles sont très agréables, elles sont toilées un petit peu, donc elles sont vraiment de très bonne qualité. C'est vrai. C'est hyper agréable de jouer avec. Nous, on joue sans sleeve et parce que c'est vachement plus agréable au final sur des bonnes cartes de qualité comme ça. Franchement, vous pouvez jouer sans sleeve sans aucun problème. Et puis, on a une petite boîte. Alors, voilà l'épaisseur, un petit peu plus épais peut-être avec le fond de boîte.
Mais alors du coup c'est pas un jeu de cartes non plus qu'on peut transporter dans sac à dos, mais ça reste un jeu qu'on peut transporter assez facilement. Ouais. Nous qui avons tendance à faire des voyages, des week-ends avec beaucoup de gros jeux, je suis contente d'avoir un format comme ça qui n'est pas trop lourd en plus. Voilà, c'est léger, c'est pas très épais, effectivement. Non, c'est hyper bien pensé, ça déborde pas de matériel, mais le matériel qu'il y a est de bonne qualité. On a des jetons en bois pour chaque joueur, du coup, on a les petits disques en bois. Le plateau, il a un système de vernis sélectif qui est très sympa. J'ai même pas regardé ce qu'il y avait au dos du plateau. Est-ce qu'il y a quelque chose au dos ou pas? Attention, parce qu'il y a un point bonus. Pas de point bonus. Quel dommage. Une méga illustration ici, ça aurait été ouf. Ça aurait été incroyable. Comme d'habitude. Servez-vous du dos du plateau. Mais non, c'est pour que toi, tu dessines derrière avec un feutre blanc. Ah bon? Et on m'a... un feutre blanc. Incroyable. On continue avec la thématique et les illustrations. Ouais. Eh ben, ouais. C'est là où le bas blesse, en tout cas pour moi, et peut-être aussi pour d'autres. Ça peut peut-être en rebuter, c'est tranchant. Hein. On a un style un peu à la Inis, soit on aime, soit on n'aime pas. Ouais. Moi, c'est pas trop mon truc, mais par contre, sur les cartes tarot, ça va. Ça me dérange pas. Et surtout, le penchant de ça, c'est que c'est très clair. La carte, le plateau central est hyper lisible. Ah oui. Les cartes tarot, que ce soit l'action primaire ou les actions secondaires, on comprend tout de suite. On revient pas à la règle. Voilà. Donc potentiellement, point bonus pour ça. Non, carrément. Ça rattrape. C'est bien. Ça rattrape toujours. Bah, c'est les goûts, les couleurs, quoi. Mais c'est difficile. En fait, on a un jeu accessible. On peut se dire, allez, famille plus, mais léger, ça peut passer. Oh, je sais pas. Mais il y a ça. Et là, après, c'est un style presque Vincent Dutré. Il a parfois oui, un peu. Et je sais qu'il y en a plein qui aiment ce trait-là, et je sais que nous on n'aime pas. Bah, donc forcément, c'est pas nous qui allons défendre ce style, mais Rachel, je ne sais plus son nom de famille, nous avait dit que elle adorait ces illustrations-là, parce qu'en plus elle connaissait l'histoire avec l'illustratrice qui apparemment n'avait jamais dessiné de jeu, de BD. mais par contre elle a déjà illustré sur ce thème celte. Bon, voilà. Bon, en tout cas c'est son premier jeu illustré à l'illustratrice, et effectivement les cartes tarot, moi je trouve qu'elles sont quand même vraiment jolies. En tout cas c'est bien illustré. Après on aime le style ou on n'aime pas, mais voilà, je pense que... Et concernant le thème, toi tu connais le thème, moi je le connais pas, j'ai joué sans le thème. Oui, alors je le connais, bon, c'est bien. Bah tu connais l'histoire, t'as lu la règle. Non mais voilà, Brian Boru, c'est le mec qui a unifié l'Irlande et les Vikings en mariant la princesse du Danemark, qui était la chef des Vikings à ce moment-là. Potentiellement, c'est ce que j'en ai retenu, qui s'appelle Estrid, ils se sont mariés, et après ça allait mieux, il y avait de meilleures relations diplomatiques. Ben, merci pour ce thème. Bon, globalement, effectivement, on est quand même dans du thème où on va pousser du cube en bois, on met des pions sur des jetons, sur un plateau, voilà. Mais c'est pas grave, c'est pas vraiment en tout cas, je trouve, à titre personnel, que c'est pas ce qu'on attend dans ce genre de jeu, parce que c'est un jeu très mécanique. C'est à l'allemande, quoi. Voilà, c'est un jeu ultra à l'allemande, et par contre, on a des choses cohérentes au niveau des actions. Les jetons pillards vikings, il y en a un certain nombre. Si on arrive à tous les enlever, il n'y a pas d'invasion viking. C'est logique. Évidemment, s'il en reste au moins un, il y a une invasion viking, c'est normal. L'église, les monastères, forcément, elles comptent plus dans le contrôle des villes parce que c'est une ville qui est plus importante à cette époque-là. Les monastères, bien sûr, c'est logique, et du coup, ça me convient parfaitement. Exactement. Même si j'adore les jeux où il y a un thème hyper cohérent avec les actions, là, c'est pas ce que je recherche dans Brian Boru. Voilà, c'est pas ce qui est attendu. Bon, après voilà, en termes d'iconographie, tu l'as dit, c'est hyper clair. Alors, j'ai quand même un ou deux petits bémols à mettre là-dessus. Ah bon, il manque des petits rappels. Il manque des petits trucs un peu tout bêtes. Ah oui. Alors, on s'est dit un petit truc. Le 2 pièces, là. C'est tout petit. Oh la vache. Le fait de dépenser 2 pièces pour pouvoir obtenir un jeton, comment ça s'appelle? Pillard viking. Enfin, un jeton pillard viking. Faire un truc dans en l'église plus. ou dans le mariage. C'est hyper important. Ça peut vraiment vous sauver une majorité. Et ça, quand on fait une première partie, on a tendance à l'oublier parce que c'est pas rappelé. C'est écrit nulle part. Et l'autre petite chose où on s'est dit que ça pourrait être sympa, c'est qu'on a une aide de jeu recto-verso avec le même recto et le même verso. Si on avait une aide de jeu avec derrière le rappel du décompte final, bah ce serait sympa. Mais on est vraiment dans du détail de l'amélioration. Sur l'aide de jeu, moyen. Moi, je trouve que c'est vraiment pas optimisé du tout. Bah, franchement, faire le même recto et le même verso, ça a aucun sens. Personne va retourner la carte pour voir ce qui est écrit derrière parce qu'il y a écrit la même chose. Et si tu la mets sur le côté, comme ça, chacun regarde. Yes, bien sûr. Okay. On a compris que ça n'a pas de sens. Mais simplement, non, c'est dommage parce que le décompte final est important. Il y a quelques petits trucs qui font la différence et c'est pas écrit.
bah, c'est dommage. Voilà. C'est regrettable, c'est tout, c'est pas catastrophique, mais ça aurait été bien. On arrive sur les interactions entre les joueurs. Oui, et c'est une interaction comme j'aime bien. On m'embête pas trop. Et en plus de ça, j'ai potentiellement du contrôle sur le jeu, puisqu'on a une phase de draft avant chaque manche, où on va drafter 2 par 2 les cartes. Donc je peux anticiper à peu près mon tour d'après. En tout cas, mes tours d'après. Et en plus de ça, au moment du pli, selon où on est positionné par rapport au premier joueur, on a la visibilité sur les cartes qui sont sorties avant nous. Le premier joueur va poser la carte, va poser la carte face visible, troisième pareil. Si on est quatrième joueur, on voit les 3 cartes avant. On sait parfaitement si on va remporter cette ville ou pas. J'aime beaucoup. On peut le choisir. Voilà, ça ramène encore plus de contrôle. Effectivement, le dernier joueur est bien largement gagnant, je trouve. Enfin, dans le tour de jeu, la meilleure place, c'est le dernier, quoi. Ah, pas forcément. Je trouve que parfois être premier joueur, choisir la ville, c'est choisir hyper la important. Ville, bien sûr. Donc, premier, quatrième joueur, c'est très Voilà. bien. Voire même troisième, normalement. Ouais, éventuellement. Tu sais un peu quelque chose qu'on a dit, qui manquait aussi dans le jeu, je reviens un peu sur l'étape précédente. Une carte avec un rappel de la répartition des cartes. Savoir que telle carte de quelle couleur il y a tel chiffre, tel nombre, ça c'est important. Ouais. En fait, le fait que les cartes soient numérotées de 1 à 25, qu'elles soient toutes uniques et qu'elles soient réparties donc dans 3 couleurs plus une couleur d'atout, il faut qu'on connaisse la répartition des cartes. Il faut que vous sachiez que la carte 25 bleue, du coup, il n'y a pas plus fort en carte bleue. Donc si la carte 25 bleue sort, vous savez d'office que la ville elle est pour ce gars-là. Et pareil, s'il y a une carte 18 rouge qui sort, il faut que vous sachiez que il y a une carte plus forte qui est la 24. Il faut une répartition. Il faut que vous la connaissiez, parce que sinon vous pouvez pas jouer de manière complètement éclairée. Si vous êtes comme nous et que vous aimez le contrôle, si vous voulez jouer à l'instinct, pas de problème. Par contre, cette répartition existe sur BGG, prenez-la en photo, mettez-la sur votre téléphone ou imprimez-la. Voilà, juste pour savoir. Pardon, j'ai dévié de l'interaction parce que ça c'était quelque chose d'important à souligner. C'est important. Il vous faut ça, je pense, pour jouer vraiment de manière pleinement éclairée. Bon, après, c'est un petit détail aussi. Qu'est-ce qu'on disait sur l'interaction? Ouais. Moi je disais qu'on avait du contrôle, mais il y avait aussi de la majorité. On a de l'interaction très indirecte, donc c'est ce que t'aimes bien, effectivement. Et on a un tout petit peu d'interaction directe qui vient avec les jetons vikings qu'on va mettre sur les villes des autres. Alors, c'est direct, entre guillemets, hein, mais c'est-à-dire qu'on va vraiment supprimer le contrôle d'une ville d'un joueur. C'est le seul moment où on va vraiment déterminer cette ville-là n'est plus pour toi, elle est pour les vikings. Et si tu veux pouvoir enlever ce jeton viking, il faudra la carte numéro 13, la seule carte qui te permet d'enlever un jeton viking. D'où l'importance de la répartition des cartes. Bah exactement. Non mais ça, et alors c'est vraiment ultra situationnel cette interaction directe, mais ça existe. Voilà, il faut le savoir que dans le jeu c'est présent quand même. En tout cas c'est une interaction très forte. Pour moi ça rentre dans la catégorie des jeux qui sont presque exclusivement interactifs. Il y a une variabilité des parties qui est limitée, le nombre de cartes est identique, il y a 25 cartes, toutes les parties. Il y a un peu plus de cartes mariage et viking pour renouveler un petit peu ce qu'on va trouver sur ces deux pistes, mais sinon le reste c'est identique, la map est identique et tout. Pour moi ça rentre dans la veine, voilà, c'est la veine des jeux à la Hansa Teutonica, où tout est fait par les joueurs, parce que s'il n'y a pas cette interaction, le jeu est toujours pareil. Il y a d'ailleurs des joueurs qui le critiquent en disant ça manque de variabilité, ça manque d'autres cartes et tout ça, on n'est pas surpris par ce qui sort. Moi, j'aime bien parce que ça amène justement cette possibilité de calculer ce qui va se produire. Tu comptes les cartes, tu les connais, tu sais que voilà, la 24 rouge est passée, ok, donc maintenant ma 18, c'est celle qui vaut le plus fort, hors Joker. En fait, j'avais pas du tout pensé à la comparaison à Hansa et Teutonica, mais c'est très juste. En fait, dans le sens où tu vas faire que réagir. Oui. Enfin, des fois, tu vas faire ta stratégie, te dire, je vais m'installer là, mais tu peux pas faire que ça. Il va falloir forcément que tu t'adaptes à ce que font les autres joueurs. Tu réagis, obligé. Ouais, c'est clair. On termine notre avis avec le dernier point, comme à chaque fois, et t'en as déjà un peu parlé, on va parler de la rejouabilité. Rejouabilité, donc variabilité, c'est-à-dire matériel pour faire varier les parties, très faible. Par contre, rejouabilité maximum parce que tout est dans l'interaction entre les joueurs. Oui. Il y a un tout petit peu d'opportunisme, je trouve, dans le jeu. Il y a plusieurs chemins pour parcourir à la victoire, ça c'est intéressant. On peut jouer, alors il faut évidemment jouer sur le cœur, donc sur les majorités, mais il y a aussi tout ce qui est autour qui va beaucoup compter. Et je trouve qu'il y a un petit peu d'opportunisme sur la saisie des villes. Des fois quand tu joues à 4, voire surtout à 5, en fait, voilà, le mec va se mettre là, ah ok, tac, un petit raccourci, hop là, du coup comme tu fais ça, je vais le mettre là et tout. Mais du coup voilà, ça amène plusieurs chemins vers la victoire, je trouve ça intéressant.
Pour conclure, c'est un jeu qu'on a adoré. Ben l'a fait jouer autant qu'il pouvait jusqu'à ce qu'il me fasse jouer et maintenant on va le faire jouer autant qu'on peut. Le seul petit bémol peut-être, c'est que ça ne se joue pas à deux et donc du coup on peut pas y jouer ensemble. Mais en même temps, heureusement que ça ne se joue pas à deux parce que ce ne serait pas bien. Donc à 3 joueurs, 4 joueurs, 5 joueurs, tu confirmes, c'est bien dans toutes les configurations. C'est bien, peut-être à 3, je sais pas trop, mais 4-5 c'est parfait. Ah ben, on va essayer à 3 joueurs, on va Voilà. trouver un troisième joueur pour essayer. Le jeu vaut 40 €, donc allez-y, franchement, c'est... Foncez, j'ai pas d'autre mot à dire. Est-ce que t'as autre chose pour conclure? J'en ai terminé. Très bien, ben dans ce cas, on vous dit à bientôt pour de nouvelles recettes ludiques.